Alors, on vient tout juste d'entendre le maire de Québec, Bruno Marchand, qui est sorti très déçu de sa rencontre avec le premier ministre Legault au sujet de son projet de tramway, son plan B qui clairement ne passe pas. On connaît les sommes astronomiques, les consortiums qui ne sont pas intéressés. On commence là-dessus. Notre joute des analystes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, ça vient tout juste de se produire, cette réunion qui se tenait à partir de 16 h. Et là, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'il y a une nouvelle avenue qui est proposée par le gouvernement? Ce qu'on vient d'apprendre, Sophie, c'est que terminer le plan B de Bruno Marchand, c'est mort. Le gouvernement, on vient de me donner un peu d'informations, le gouvernement Legault reprend à son compte la maîtrise d'œuvre du projet. Donc, reprend le projet lui-même et confie à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, à sa filiale qui a bâti, développé et construit le REM, pour faire une nouvelle étude globale. Ils ont 6 mois pour déterminer quelle serait la meilleure solution pour régler les problèmes de transport en commun à Québec. Mais attention, pas qu'à Québec. On veut inclure là-dedans la réflexion pour la rive sud de Québec, pour Lévis. Vous comprenez? Il y a comme un lien, il y a même un troisième lien en quelque sorte. Donc, c'est vraiment une nouvelle tournure complètement. Et c'est la Caisse, la filiale de la Caisse de dépôt et de placement du Québec là, qui va être chargée de revoir toutes les hypothèses possibles, tous les modes de transport. On dit que le projet de tramway va être à l'étude sur la table, mais misez pas trop là-dessus. Il y aura d'autres solutions qui seront mises l'avant. Là, ça vient, le premier ministre a informé Bruno Marchand au cours des dernières minutes. Donc, très, très déçu. Là, on vient de voir la réaction. Tout un retournement. Emmanuel, c'était la ville. Bruno Marchand voulait que la ville de Québec devienne maître d'œuvre de ce projet de tramway. Là, ça vient complètement de changer de direction. Là. Oui, mais ça, c'est s'accrocher avec la force du désespoir. Là. Tout le monde l'avait compris et je peux comprendre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont pouvoir comprendre qu'à un moment donné, le gouvernement dise mettre les hauts-là là-dessus. Il y a des questions. Tu sais, c'est un projet que personne n'était capable de financer. Là. Donc, il y avait des gros risques qui venaient avec. Pourquoi est-ce que la Ville réussirait à mieux faire? Pourquoi est-ce que la Ville réussirait à le construire en temps et à l'intérieur des budgets? Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça cesse, ce cirque complètement ridicule. Puis, objectivement, il y a une seule entité au Québec à date qui a réussi à construire quelque chose à peu près en temps et à peu près à l'intérieur des budgets, c'est la Caisse. Moi, je pense que je comprends que M. Marchand a un deuil à faire là, de son projet, mais la solution qui est apportée par le gouvernement est la solution la plus cohérente parce que c'est celle qui permet d'arriver à une vue d'ensemble plutôt que 2 projets en silo, comme le tramway d'un bord, le troisième lien de l'autre, puis il n'y a rien qui se connecte, là. Et puis, il y a la compétence qui vient avec, puis il y a la capacité, surtout. Ce qui est important pour les gens de Québec, c'est l'engagement ferme du gouvernement à ce qu'il y ait un réseau de transport structurant et que tout ça soit cohérent. Je pense que ça me semble, en tout cas à première vue, là, la solution la plus raisonnable là, pour la grande région de Québec. Oui, on se donne quoi? On donne à la Caisse 6 mois, c'est ça. Hein? Donc, Mario, cohérent? Je suis moins chaud. C'est le nouveau ministère des Transports, ça, la Caisse. Puis, tu sais, habituellement, moi, je suis un promoteur de la Caisse. Je suis très fier qu'on ait cette institution-là au Québec, mais je suis pas sûr de comprendre exactement. Le REM avait sa logique. On faisait un projet qui se rentabilisait avec les revenus puis avec un peu l'immobilier. Le but, c'était de l'exporter à l'étranger. Tu sais, c'est un demi-succès, le REM. C'est un succès parce qu'ils l'ont construit dans les délais, puis le ministère des Transports est assis sur ses mains, puis les constructions n'arrivent pas au fil des décennies. Au moins, la Caisse l'a construit. Maintenant, il n'est pas exporté à l'étranger. Puis présentement, c'est des PQ Infra là, qui gèrent le REM. Un matin sur 2, ça marche pas. Là. Fait que là, ils ont des problèmes à le faire marcher. Là, on donne un mandat qui est un mandat de planification des transports. Il doit y avoir un bout qui me manque. Il faudra qu'on me l'explique davantage. Mais ce soir, je comprends là, que ce qui se passe du côté du maire Marchand, lui, il faut qu'il fasse son deuil. Il s'est accroché, mais ça tenait plus. Il n'y avait plus les appuis, il n'y avait plus le financement, il n'y avait plus les banquiers, il n'y avait plus les consortiums, il n'y avait plus rien. Là. Mais où est-ce qu'on s'en va présentement? Je reste sur mon appétit. Ben, c'est une bonne question, mais en même temps, c'est la première fois qu'une volonté ferme d'avoir une vision d'ensemble du problème de transport en commun dans toute la grande région. Il était temps, Paul. Ben oui, exactement. Le projet de troisième lien, il coûtait combien les dernières nouvelles? 10, 12, on a perdu le compte. Et puis le tramway, 10, 12 également. Et il n'y avait pas vraiment de connexion entre ces 2 modes de transport. Et puis bon, la Caisse a le mandat. Puis je pense qu'il faut regarder aussi l'autre élément dans tout ça, parce que la Caisse, on sait, a des projets de
d'étendre le REM sur la rive sud de Montréal, du côté de Longueuil. Il y a le projet qui est cher au premier ministre parce que c'est le comté qui représente dans l'est de Montréal. Donc, est-ce qu'il y aurait une vision intégrée? J'ai l'impression que c'est ce qu'on a pensé faire au gouvernement pour avoir un portrait d'ensemble. Parce que, honnêtement, pour la première fois, on aura un portrait d'ensemble de la problématique. Là. Voilà. Oui, en tout cas, on a un reportage complet qui s'en vient à 18h là-dessus. Parlons un peu des négociations dans le secteur public autour de la FIC, là, de prendre la rue pour 2 jours. La présidente qui assure que les patients vont devoir composer avec des retards. On entendait M. Dubé dire un instant, là, c'est plus d'1 millier d'opérations qui seront reportées, là, Emmanuel. Bien, c'est le total. Je veux dire, on n'a jamais vu un dialogue de sourds comme ce qu'on a vu aujourd'hui. On a le gouvernement qui donne l'exemple de l'importance des primes de nuit, des primes pour les horaires défavorables. De l'autre côté, on a le syndicat qui dit on n'a rien vu de ça, puis c'est ça qu'on veut, nous, c'est des primes pour les horaires défavorables. Oui. Alors là, on dit OK, bon, parfait, ils sont pas dans la même réalité. Puis même chose sur la question des chirurgies. Quand les blocs opératoires, c'est bien beau de dire on ne fait que retarder des chirurgies, mais le temps de bloc opératoire, lui, il ne change pas. Donc, finalement, il y a des chirurgies qui finissent par être annulées. Moi, je trouve que ça augure pas très bien là, pour la suite des choses, de voir qu'ils sont tellement de part et d'autre dans des réalités aussi parallèles en termes juste d'impact de la réalité sur le terrain, là. Oui. Et bon, là, la FIC annonce une nouvelle journée de débrayage le fin novembre. Là, on commence à manquer d'espace coloré dans nos petites boîtes. Là. C'est un peu la même chose au sujet de la surcharge de travail, des conditions de travail, du TSO et tout, là, Mario. Là, on dit pas la même chose, là. Ah non, c'est étonnant. Pour nous, là, qui essayons d'informer le public, sincèrement, maintenant, on s'y perd. Non, mais on parle aux uns et aux autres de ce qui se discute aux tables, des propositions. Et puis, on a comme 2 versions. On n'a jamais les mêmes chiffres. Bon, maintenant, chacun joue un peu sur l'opinion publique. Chacun joue une game. Mais c'est pas facile d'informer le public puis de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je pense qu'il y a un impact sur le public. Il y a eu des chirurgies reportées. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas eu leur chirurgie. Je pense que pour les gens, à l'instant, les gens acceptent ça dans le sens que c'est une journée. Là, cette semaine, c'est 2, aujourd'hui et demain. Même la semaine du 20 novembre, ce sera 2 journées. Ça va être des gros... Mais c'est si on arrive en grève générale illimitée, là, c'est là que je ne sais pas ce que le public va penser. Espèce de sentiment d'anarchie que là, beaucoup de chirurgies vont être reportées, les écoles vont être fermées. C'est là, moi, que j'ai un questionnement sur l'appui du public. Est-ce qu'il va se maintenir? On verra rendu là, effectivement. Après la pause, Justin Trudeau qui demande une pause humanitaire significative à Gaza. Notre jour des analystes se poursuit dans un moment. Restez avec nous. Autrement dit, Cube Radio. Alexandre, d'habitude, c'est aux États-Unis qu'il y a des comités parlementaires qui se penchent sur les questions d'extraterrestres. Ben là, quand on parle d'extraterrestres, Mario, on parle de l'espace qui entoure notre planète. Ça concerne tous les pays, et particulièrement le Mexique aussi, qui s'intéresse depuis déjà un bon moment à tout ce qui est rapport d'extraterrestres, d'ovnis, ou maintenant, comme on les appelle, là, des phénomènes aériens non identifiés au lieu d'ovnis. On tente de changer le vocabulaire un peu autour de tout ça. Le 13 septembre dernier, ça va attirer les yeux de la planète en entier, alors qu'un espèce de pseudo-expert, pseudo-journaliste, M. Jaime Maussan, qui depuis des années, là, lui, est un ufologue convaincu, donc quelqu'un qui étudie là, les aliens, les extraterrestres et tout ça, mais lui était allé présenter là, devant un congrès officiel au Parlement donc du Mexique des momies de petites aliens, de petits extraterrestres avec 3 doigts, des grosses têtes allongées. Là, tu sais, ce qu'on s'imagine, vraiment des petits bonhommes verts, des momies qui auraient 1000 ans, selon son estimation, retrouvées dans des mines au Pérou, tout près là, de ce qu'on appelle les lignes de Nazca, là, qui sont des espèces de lignes créées dans le sol par des civilisations. Ouais, c'est ça. Extrêmement mystérieuses, là, les lignes de Nazca. Et là, ben, on est fasciné par ces momies péruviennes-là. Le problème, c'est que le 13 septembre dernier, on les avait pas présentés au grand public après ça, là, les momies. On avait dit qu'on irait faire des expertises dessus puis essayer de certifier exactement de quoi il en avenait. Mais aujourd'hui, on était de retour devant le Parlement mexicain à nouveau pour parler des extraterrestres. Analyse faite, du moins par une équipe d'experts différents, là, employés par Jaime Maussan, encore une fois, lui, qui, eux, ont dit, écoutez, c'est des vraies momies. Ils sont vrais. C'est bel et bien un espèce de petit être, ou du moins des êtres mis ensemble fossilisés. C'est bel et bien biologique, un processus de fossilisation qui s'est fait, qui, lui, ne prenait pas l'intervention humaine. Par contre, il n'y a pas un seul de ces experts qui s'est dit
oui, c'est des restes d'extraterrestres. Ils ont complètement coupé ça pourrait être des terrestres. Exactement. Là. C'est ce qu'on dit de ce côté-là. Là. Il y a seulement Jaime Maussan, encore une fois, qui lui dit « Non, ce sont bien des extraterrestres. En voici la preuve. Regardez, ils n'ont pas de cage thoracique. Ils n'ont pas de poumon non plus qui ont fait l'analyse. Qu'est-ce qu'il y en est? » Le problème, c'est que pour les experts, après ça, c'est plus difficile. Il faut pousser l'analyse plus loin. Eux refusent évidemment complètement de dire que c'est d'origine extraterrestre. Mais quand même, là, en 2017, il y avait eu un reportage, un pseudo-documentaire qui allait se pencher, entre autres, sur les momies du Pérou. Et qu'est-ce qu'il y avait de découvert? Mais c'est que les momies, c'était des vraies momies, mais c'était une espèce d'assemblage de restes humains momifiés. Puis la tête allongée, mais c'est une ancienne coutume péruvienne qu'on faisait parfois avec des têtes. Donc, est-ce que c'est le cas pour ces momies-là? Il va falloir d'autres analyses autour de tout ça. Mais est-ce qu'on a trouvé véritablement des extraterrestres? Et la preuve de la vie ailleurs, Mario? Pas certain. Malheureusement, pas aujourd'hui. Merci. Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio. On voit de la mort, de la dévastation, de la destruction de familles, de aînés, d'enfants, de mères. Les Canadiens, les gens à travers le monde voient ça tous les jours. Je n'ai pas besoin de décrire les horreurs. C'est pour ça qu'on est en train d'appeler pour une pause humanitaire significative. On a vu au bas des escaliers au Parlement ce matin un Justin Trudeau beaucoup moins formaté qu'à l'habitude. On l'a rarement vu s'exprimer comme ça avec autant de fougue, d'émotion sur la guerre à Israël-Hamas. C'était vraiment senti. Il demande donc une pause humanitaire, une désescalade. Là, il a parlé de la solution à 2 États. Vous avez pensé quoi de cette sortie du premier ministre, Emmanuel? Bien, je pense que sur la question du vivre ensemble, là, c'était nécessaire qu'il le fasse parce qu'on voit les tensions, on en parlait hier. C'est le rôle du premier ministre de lancer ce type d'appel au calme. Sur la trêve, la pause humanitaire, comme il l'appelle, c'est une façon de lancer un appel qui l'inscrit dans la lignée de nos alliés, mais qui, en même temps, essaie de se tailler un espace supplémentaire. Parce qu'une trêve humanitaire pour la libération des otages, bien, il faut que le Hamas soit d'accord pour les libérer, les otages. Une trêve humanitaire qui permet d'amener... Moi, j'ai pas trop compris ce qu'il entend là, par amener à une désescalade des tensions. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut demander à Israël d'arrêter de bombarder. Là, on rentre dans un cessez-le-feu. C'est pas ce qu'il demande. On veut négocier avec le Hamas pour une désescalade des tensions. C'est là que ça devient un peu plus confus, là, je dirais, quant à la clarté de ce qu'il exige, mais de l'idée qu'il faut trouver une façon de faire assez pression sur Israël pour qu'on permette l'entrée ordonnée, efficace d'une aide absolument essentielle. Je pense qu'il commence à y avoir au-delà d'un consensus. Il y a le mot significatif qu'il a ajouté là, en réclamant sa pause humanitaire. Significative. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque mot est pesé, là, évidemment, dans le langage diplomatique. Mais en même temps, sur le fond, là, on a vu M. Trudeau aussi plaider encore une fois pour l'idée d'une paix durable à 2 États dans cette région du monde. Pour certains, c'est la seule solution possible pour que ces guerres cessent. Pour d'autres, c'est carrément, ça relève de l'utopie. On ne peut pas penser que des discussions en ce moment pourraient avoir lieu là-dessus parce que c'est l'engrenage de la guerre qui se continue et qui va se continuer encore pour un moment tant qu'Israël n'aura pas la conviction ou l'assurance que le Hamas ne pourra plus jamais perpétrer ce qu'ils ont fait le 7 octobre. En tout cas, il y a toutes sortes de médiations. Là, on entend l'idée d'une trêve de 3 jours qui fait un petit peu de chemin, là, mais bon, il n'y a rien de clair là-dessus. Je vais revenir sur les propos de samedi de l'imam autoproclamé Adil Sharkawi, là, qui ont jeté de l'huile sur le feu. Cardiologue aussi, dont on parlait, de Pierre Boucher, qui a tenu des propos incendiaires contre les Palestiniens. Sharkawi se défend aujourd'hui, s'en remet à sa religion. Le chef du Bloc québécois parle de propos criminels. J'entends vos réflexions là-dessus, Mario? Ben là, j'ai rien à dire sur Sharkawi là, qui relie ça. Il parlait à Dieu. Puis, des propos haineux vont être jugés par les tribunaux, là, et non pas, c'est pas Dieu qui va être jugé, c'est Sharkawi, là, qui nous laisse tranquilles avec Dieu. Et, par contre, moi, je pense que c'est entre autres ça, là, puis peut-être le médecin de la Rive-Sud, là, à l'inverse, qui a motivé Justin Trudeau. Moi, Justin Trudeau, quand même, un Montréalais, parce que
Sa sortie d'hier, moi, de ce matin, je veux dire, j'ai trouvé que c'était le meilleur de Justin Trudeau, là. Émotif, engagé, parlait au monde, parlait aux gens, parlait à la population. Oui, et je me suis dit, c'est peut-être, on sait jamais ce qui fait qu'un politicien décide, tiens, un matin, là, c'est le temps, faut que je dise ça, c'est un message que je dois passer à ma population. On sentait pas qu'il lisait Mais ses j'ai lignes, pensé que c'était ça, le oui, exactement. Mais je pense que ça peut être émané du fait que, tu sais, c'est quand même une détérioration de climat. Là, quand les gens se font des discours sur la rue de haine, les uns contre les autres, les peuples. Après-midi, à l'Université Concordia, là, ça a été laid. On a des images. Oui, absolument. Tension monte sur les campus. Dans ce cas-ci, c'était effectivement à Concordia. Et bon, il y a aussi des chiffres qui sont assez révélateurs. Là. On a fait l'exercice, on a demandé au SPVM de nous donner les tout derniers chiffres, là, les plus récents là, sur les crimes et les incidents haineux chez nous. Alors, voyez ce que ça donne, et ça, c'est strictement pour un mois, là, depuis le déclenchement de cette guerre 7 octobre au 7 novembre. Là. On était 98 au grand total, et on voit que la communauté juive est 3 fois plus visée. Hein. Ah ouais, et souvent, ce sont les Juifs qui sont victimes de ce genre de comportement, mais pas que les Juifs non plus, parce que c'est clair, il faut se le dire. Mario l'illustrait parfaitement. On sent de plus en plus de tensions, et les propos de Charkaoui, là, qui se prétend aimable, et le docteur Chabat, qui réclamait un peu la même chose, l'extermination des uns et des autres. Ça peut vite devenir dangereux ici aussi. Oui, et très toxique. Merci infiniment à vous trois. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Et merci d'avoir été là. C'est la conclusion de notre émission du jour. On s'en refait une autre demain, 15h30. Bonne soirée. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca.